Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, ma belle-fille m'a tendu un badge nominatif sur lequel était écrit « Observateur ». Ses parents ont éclaté de rire. Mon fils a souri d'un air suffisant en ajoutant « Le buffet est réservé à la famille, il n'y avait pas de chaise pour toi », comme si j'étais un simple employé de maison. C'est à cet instant précis que j'ai décidé que cela ne durerait pas une seconde de plus. L'agent de sécurité à l'accueil ne m'a pas reconnu alors que je me tenais dans le hall de l'entreprise de mon fils, cette société que j'avais financée avec chaque euro que je possédais, tandis qu'un gamin assez jeune pour être mon petit-fils faisait défiler sa tablette en fronçant les sourcils devant la liste des invités. Les parois de verre autour de nous reflétaient la fête qui battait déjà son plein au 3e étage, avec son champagne, ses rires et ce bourdonnement de succès que j'avais payé de ma poche. J'ai répété mon nom d'une voix calme et patiente, comme on le fait quand on a passé 40 ans comme ingénieur aux arts et métiers à résoudre des problèmes exigeant de la précision plutôt que de l'émotion, Jean-Pierre Moreau. Il a froncé les sourcils plus profondément en disant qu'il me voyait bien sur la liste mais qu'il devait appeler là-haut. J'ai attendu en regardant à travers la cage d'ascenseur envers les silhouettes en costume et robe de cocktail s'agiter sous une banderole indiquant « Tech Horizon Solutions, 5 ans d'innovation ». 5 ans, c'était le temps écoulé depuis que j'avais signé le chèque rendant tout cela possible. Le garde a raccroché en m'informant que quelqu'un descendait avec mes accréditations. Ce n'était pas mon fils, ce qui aurait été trop demandé un soir de réveillon, mais une jeune femme d'une vingtaine d'années, probablement une stagiaire, portant un cordon marqué « Staff ». Elle s'est avancée vers moi avec ce sourire désolé que les gens arborent lorsqu'ils annoncent une mauvaise nouvelle au nom de quelqu'un d'autre en disant que Bastien lui avait demandé d'apporter cela. Elle m'a tendu un badge en plastique bon marché, rien à voir avec les modèles élégants des investisseurs que j'avais vus sur les photos de Bastien, juste un rectangle blanc avec le mot « Observateur » écrit en noir. Ce mot me paraissait froid et clinique, ni fondateur, ni investisseur, pas même invité d'honneur. Elle a ajouté que Bastien s'excusait de ne pas pouvoir descendre et que Clémence, ma belle-fille, voulait s'assurer que je sois bien enregistré. Clémence, la femme qui remodelait la vie de mon fils et la mienne depuis 5 ans. J'ai pris le badge et l'ai clipsé à ma veste en la remerciant. Le 3e étage s'ouvrait sur un open space transformé pour la soirée avec des guirlandes lumineuses, des sculptures de glace et des serveurs en nœuds papillons portant des plateaux de toast dont chaque bouchée coûtait probablement plus cher que mes déjeuners habituels. J'ai trouvé le plan de table sur un chevalet près de l'entrée, écrit en calligraphie élégante sur du papier de création, où figuraient à la table de l'équipe fondatrice, Bastien Moreau, Clémence Lefebvre-Moreau, Marc Simon, Sarah Jenkins, David Ray et Amanda Faure. Mes yeux ont balayé la liste, descendant plus bas que les membres du conseil d'administration et les cadres supérieurs, jusqu'à la toute fin, invités généraux, zone de réception debout, Jean-Pierre Moreau. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo car l'ingénieur en moi garde toujours des traces. À l'autre bout de la pièce, une scène avait été installée devant les baies vitrées surplombant les toits de Paris et mon fils s'y tenait dans un costume sur mesure, micro en main, avec Clémence rayonnante à ses côtés dans une robe valant sans doute mon ancien salaire mensuel. Sa voix a résonné dans les haut-parleurs pour remercier tout le monde, affirmant qu'il y a 5 ans, Tech Horizon n'était qu'une idée, un rêve que personne ne croyait réalisable, et qu'ils avaient bâti cette entreprise à partir de rien, grâce à la vision de sa femme et à la confiance d'investisseurs qui avaient cru en eux quand personne d'autre ne le faisait. À partir de rien, a-t-il dit, alors que je regardais ma coupe de champagne en plastique offerte par un serveur tandis qu'à la table d'honneur, à 5 mètres de là, les flûtes en cristal captaient la lumière. Bastien a porté un toast à 5 ans de croissance et à la levée de fonds en série à qui allaient les propulser au niveau supérieur. La salle a éclaté en applaudissements et j'ai posé ma coupe pour consulter mes 5 ans de messages avec Bastien, remontant le fil de ses paroles de plus en plus froides et distantes jusqu'au tout premier message qui avait tout déclenché. Il y a 5 ans, mon fils m'avait appelé à 2 heures du matin en pleurant. Je ne dormais pas, car le sommeil était rare depuis que Suzanne était décédée 6 mois plus tôt et notre maison de Lyon me semblait trop vaste pour moi seul, hantée par 40 ans de mariage. Quand son nom s'était affiché, j'avais craint un accident, mais sa voix brisée m'avait annoncé que tout s'effondrait, Clémence était enceinte, ils avaient reçu un avis d'expulsion et les 12 investisseurs qui l'avaient démarché avaient tous dit non. Ils disaient n'avoir plus rien, ni travail, ni perspective. Je lui ai répondu qu'il n'était pas un échec et il m'a exposé son plan en disant que la technologie fonctionnait mais qu'il lui fallait du capital pour le prouver. En pensant à Suzanne qui disait toujours que la famille devait se soutenir quoi qu'il arrive, je lui ai demandé de combien il avait besoin. Après un silence, il a lâché le chiffre, 850 000 €. C'était tout mon capital de retraite.
J'ai raccroché pour réfléchir dans l'obscurité de notre salon, entouré des souvenirs de nos enfants et de notre vie commune. À l'aube, ma décision était prise, j'ai appelé mon agent immobilier pour vendre la maison de Lyon et mon conseiller financier pour liquider mes assurances vie malgré les pénalités. Ma fille Émilie m'avait appelé, inquiète, mais je lui avais répondu que mon avenir consistait à assurer celui de mes enfants. 2 semaines plus tard, dans leur petit appartement du 11e arrondissement, j'avais glissé les papiers sur leur table basse, 570 000 € de la vente de la maison et 280 000 de mes économies, en échange de 40% des parts et de mon nom sur les documents en tant que quai fondateur. Bastien m'avait serré fort dans ses bras en jurant qu'il n'oublierait jamais, tandis que Clémence serrait ma main avec une fermeté professionnelle, les yeux rivés sur le chiffre du contrat avant même de regarder le visage de son mari. J'aurais dû remarquer que sa gratitude ressemblait plus à la conclusion d'une affaire qu'à un lien familial, mais je ne voyais que mon fils qui reprenait espoir. Je pensais le sauver, je ne savais pas que j'achetais mon exclusion de sa vie. La première année, je participais aux réunions dans leur bureau de fortune, apportant mes 40 ans d'expertise technique, et Bastien disait à l'équipe que mes conseils étaient inestimables. Mais peu à peu, j'ai senti que mon utilité avait une date de péremption. J'avais emménagé dans un studio de 25 mètres carrés à Boulogne pour être proche d'eux, vendant la maison de famille à prix réduit pour clôturer l'affaire rapidement. Au 8e mois, les invitations aux réunions arrivaient plus tard, ou plus du tout. Clémence organisait les sessions stratégiques le mardi matin, sachant que je faisais du bénévolat, puis m'envoyait des résumés succincts en m'appelant toujours formellement « Jean-Pierre » et jamais par mon prénom de manière affectueuse. Quand j'en ai parlé à Bastien, il a prétexté un besoin d'efficacité pour la croissance de la start-up, me rappelant froidement que j'étais un investisseur et non un opérationnel, malgré mon titre de quai fondateur. Lors de la fête de fin d'année de la première année, Clémence me présentait déjà comme « le père de Bastien », un soutien de la première heure, gommant mon rôle de partenaire. Je l'ai même entendu au téléphone dire que j'étais le « partenaire silencieux », idéal car je finançais tout sans interférer. J'ai espéré pendant 2 ans que la situation s'améliorerait une fois la pression retombée, mentant à Émilie au téléphone en lui disant que tout allait bien. Mais j'ai découvert la vérité par accident en avril dernier, 8 mois avant ce réveillon, alors que je gardais mes petits-fils, Arthur et Louis, dans leur appartement de Neuilly. Clémence avait laissé son ordinateur ouvert sur un document intitulé « Stratégie de dilution série A, confidentielle ». En le lisant, j'ai compris qu'ils allaient lever 5 millions d'euros et que, pour accueillir les nouveaux investisseurs, ma part de 40% allait être réduite à seulement 12%, tandis qu'ils conserveraient le contrôle. Plus grave encore, une clause de rachat forcé prévoyait de me racheter mes 12% restants pour seulement 180 000 €. J'avais donné 850 000 € et ils voulaient me chasser avec des miettes 4 ans plus tard. J'ai pris des photos de l'écran et je suis rentré chez moi sans rien dire, le cœur lourd. J'ai appelé Émilie qui a immédiatement qualifié cela de vol légal et m'a conseillé de contacter maître Robert Lefebvre, un spécialiste des litiges entre actionnaires. J'ai alors ressorti mes dossiers méticuleusement classés, chaque mail, chaque document original, car en tant qu'ingénieur, je savais qu'il fallait connaître les points de rupture d'une structure pour la démonter. Je ne me suis pas confronté à Bastien tout de suite, préférant agir avec méthode. Je suis devenu ce que Clémence voulait, silencieux et invisible, tout en documentant chaque mépris, comme ce jour de juin où elle a dit à une nouvelle recrue que j'étais juste là, pour me sentir impliqué. En août, ils ne m'ont même pas invité à la fête d'été de l'entreprise. Maître Lefebvre m'a confirmé que l'accord fondateur contenait des clauses qu'il violait en m'excluant des décisions majeures et que j'avais un levier énorme puisque la série A ne pouvait être signée sans mon accord écrit en tant qu'actionnaire à 40%. En novembre, Bastien m'a appelé pour me prévenir que la fête du réveillon serait très corporate et professionnelle, comme pour s'assurer que je ne ferais pas tâche. L'invitation est arrivée par son assistante, me classant « admission générale ». Ce soir-là, je suis arrivé à 22 h, observant comment ils avaient construit mon effacement dans ces bureaux luxueux que mon argent avait payés. À 23h30, Bastien a fait son discours sur la création de l'entreprise à partir de rien et a annoncé la levée de fonds. Clémence s'est approchée de moi pour me demander d'aider à remplir la pyramide de champagne car j'étais grand, me traitant comme un serveur. Je lui ai répondu que j'allais envoyer un mail important qu'elle devrait lire. À 23h59 et 47 secondes, j'ai cliqué sur envoyer. Le mail, adressé à Bastien, Clémence, tous les membres du conseil, les investisseurs et leur avocat, activait mes droits de protection de fondateur, documentait mon exclusion systématique et notifiait formellement que la série A ne pouvait être clôturée sans mon approbation, sous peine de poursuites judiciaires immédiates.
Le compte à rebours est arrivé à 0, les confettis ont éclaté, mais les sourires se sont figés à mesure que les téléphones vibraient dans les poches. L'avocat de la société a blêmi en lisant le message. Bastien a vu le visage décomposé de sa femme et a lu le mail à son tour, les mains tremblantes. À travers la foule en liesse, ses yeux ont croisé les miens. Il s'est précipité vers moi en demandant ce que j'avais fait, et je lui ai simplement répondu que j'avais fait ce qu'il aurait dû faire, tenir sa parole. Il m'a supplié de ne pas détruire tout ce qu'il avait bâti, mais je lui ai rétorqué en montant dans l'ascenseur que je ne détruisais rien, j'arrêtais simplement de le laisser prétendre qu'il avait bâti cela seul. Je suis sorti dans la nuit parisienne, sentant le poids de ces 5 années s'envoler. Les appels ont commencé dès le lendemain, mais j'ai tout ignoré pour savourer mon café en regardant la brume sur la Seine. Le 3 janvier, Maître Lefebvre m'a annoncé que les investisseurs s'étaient retirés, effrayés par le conflit juridique, laissant l'entreprise en sursis. Le 8 janvier, un concurrent de Tech Horizon m'a proposé de racheter mes 40% de parts pour 2 millions d'euros. J'ai accepté à condition qu'il garde les bons ingénieurs, mais pas Bastien ni Clémence. Je suis reparti avec 2,2 millions d'euros au total, triplant mon investissement initial. Bastien m'a envoyé un dernier SMS demandant de parler, auquel j'ai répondu « Tu as eu 5 ans pour le faire », avant de bloquer son numéro. J'ai quitté mon studio de Boulogne en ne laissant que mon badge « Observateur » sur le comptoir, en portant seulement la photo de Suzanne. Je suis parti vivre à Annecy chez ma fille Émilie, où j'ai enfin retrouvé ma place à table, non pas parce que je l'avais payée, mais parce que j'y étais aimé. Aujourd'hui, j'aide bénévolement de jeunes entrepreneurs à protéger leur part pour qu'ils ne finissent pas comme moi. En regardant le lac depuis la fenêtre d'Émilie, je comprends que mon erreur a été de confondre l'amour avec la soumission. N'attendez pas de porter un badge d'observateur pour faire entendre votre voix. La loyauté familiale est une rue à double sens et le sang ne donne à personne le droit de vous effacer. Dieu nous appelle à être sages, pas à être des tapis sur lesquels on s'essuie les pieds.